Bienvenue sur la chaîne du blog MathOS pour une troisième vidéo consacrée aux intégrales de Wallis. Dans la première vidéo, nous avions abordé la question du calcul explicite de Wn et nous avions obtenu des formules qui font intervenir des factoriels et dont l'aspect général dépend précisément de la parité de n. Dans la seconde vidéo, un équivalent a été obtenu, c'est Wn qui est équivalent à racine de pi sur 2n. Et juste avant d'atteindre ce résultat, on avait démontré un résultat un petit peu plus faible, à savoir que la limite, lorsque n tend vers l'infini de Wn, est nulle. Alors l'objectif de cette troisième vidéo est de revenir sur cette dernière question, mais en essayant d'être aussi direct que possible et sans emprunter des détours comme on l'avait fait en utilisant le fait que la suite n, wn-1 était constamment égale à pi sur 2, ce genre de choses. On va essayer de faire quelque chose de plus direct donc. Et le plus direct, c'est peut-être de revenir à la définition de la convergence d'une suite. Donc je vous propose de commencer par ça. On va donc se donner un nombre epsilon strictement positif et on va tâcher de démontrer que dès que n est assez grand, on a Wn qui est en valeur absolue plus petit que epsilon. Alors bien sûr, cette valeur absolue ne sert à rien puisque Wn est positif. Et pour commencer, on va appliquer la relation de Schall et partager l'intervalle d'intégration en deux parties. Alors il y a une raison à ça. Cette raison apparaît quand on dessine, pour n assez grand, le graphe de la fonction que j'appellerai f indice n, qui a x associe sinus puissance n x. Comme on le voit ici, cette fonction a un graphe qui est dans un premier temps très écrasé sur l'axe des abscisses et ensuite monte rapidement jusqu'au point d'ordonnée, de coordonnées 0, pi sur 2, 1. Et donc on a bien l'impression que l'aire du domaine qui est contenu sous la courbe est petite quand n est grand et que on va pouvoir le démontrer en partageant ce domaine en deux parties. D'une part, celle correspondant aux abscisses comprises entre 0 et une valeur assez voisine de pi sur 2. Sur ce premier domaine, qui n'est pas spécialement un intervalle court, la fonction, elle, est très petite. Et sur le second domaine, qui s'étend pour les abscisses plus grandes que cette valeur et jusqu'à pi sur 2, cette fois-ci, c'est le domaine qui est très court, et la fonction est bornée, elle est majorée par 1. Donc si on s'inspire de ce dessin, on va donc, comme je le disais, appliquer la relation de Schall et écrire que Wn est égal à l'intégrale de 0 à petit a plus l'intégrale de petit a à pi sur 2. Le nombre petit a, pour le moment, on ne le choisit pas encore. C'est un réel strictement compris entre 0 et pi sur 2 et on le choisira de manière appropriée dans un instant. Alors, on va donc majorer séparément les deux intégrales. La première intégrale est plus petite que petit a que multiplie sinus puissance n a. Tout simplement parce que la fonction qu'on intègre est croissante et qu'elle est majorée par la valeur qu'elle prend en la borne droite de l'intervalle. Et on peut donc plus généreusement majorer cette première intégrale par pi sur 2 sinus puissance n a. Quant à la seconde intégrale, on la majore par pi sur 2 moins 1. Puisque la fonction intégrée, on l'a dit, est majorée par 1, et donc l'intégrale est plus petite que la longueur de l'intervalle d'intégration. Alors, où en sommes-nous? Nous avons Wn qui est plus petit que pi sur 2 fois sinus puissance n a plus pi sur 2 moins 1. Je vous rappelle qu'on avait au départ, on s'était donné un nombre epsilon strictement positif, et on va donc maintenant choisir petit a, de telle sorte que la différence pi sur 2 moins a soit plus petite que, disons, epsilon sur 2. Une fois qu'on a fait ce choix, petit a est en quelque sorte verrouillé. Il ne bougera plus. Et on porte notre attention sur le premier terme. On reconnaît une suite géométrique dont la raison sinus a est strictement comprise entre 0 et 1. Et cette suite converge donc vers 0. Et donc ça nous permet d'affirmer que pour un n assez grand, le terme pi sur 2 sinus puissance n a sera lui aussi plus petit qu'epsilon sur 2. Au final, on a bien démontré qu'il existe un entier grand n, tel que, pour tout entier petit n supérieur ou égal à cette valeur, Wn est plus petit que
epsilon. Et comme Wn est par ailleurs positif, eh bien on a bien démontré que la suite Wn converge vers 0. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie d'une démonstration avec epsilon et grand N. C'est pas très difficile d'adapter le style de cette preuve pour se débarrasser d'epsilon. Alors voilà comment on va s'y prendre. Essentiellement, on refait la même chose, mais on va tout de suite donner une forme explicite à la borne petit a. Je vais considérer que petit a, c'est en fait pi sur 2 moins 1 sur n puissance alpha, où alpha est une constante strictement positive, que je préciserai plus loin. Et je parviens donc à la majoration suivante, Wn plus petit que pi sur 2 cosinus puissance n de 1 sur n alpha plus 1 sur n alpha. Je me suis servi de la relation de symétrie qui dit que le sinus de pi sur 2 moins h est égal à cosinus h, bien sûr. Alors maintenant, il va falloir majorer ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce travail de côté pendant quelques minutes et on va démontrer en lemme une petite inégalité, à savoir que pour tout x, cosinus x est plus petit que 1 moins x carré sur 2 plus x puissance 4 sur 24. Vous aurez reconnu sans doute les premiers termes du développement en série entière de la fonction cosinus, développement en série entière à l'origine. Mais il n'y a rien besoin de savoir en fait sur les séries pour comprendre la démonstration de ce lemme. Donc comme souvent pour démontrer ce genre d'inégalité, on va faire intervenir une fonction auxiliaire. On va poser par exemple phi de x égale la différence entre les deux membres, c'est-à-dire phi de x égale 1 moins x carré sur 2 plus x carré sur 24 et moins cosinus x. Et donc le but du jeu, c'est de montrer que cette fonction phi est une fonction à valeur positive. Alors pour ça, on va dériver phi plusieurs fois de suite. Voici apparaître la dérivée première, la dérivée seconde, la dérivée troisième et même la dérivée quatrième. Et je ne vais pas détailler tout ça sur la vidéo, mais vous n'aurez aucun mal à étudier le signe en partant de la dernière dérivée, puis d'en déduire les variations de la dérivée précédente, et d'en déduire aussi son signe, et de remonter comme ça jusqu'au signe de la fonction phi. Donc c'est un petit exercice classique, pas bien compliqué. Je suppose que ceci a été fait maintenant, et je reviens aux intégrales de Wallis. Alors, nous avions tout à l'heure établi l'inégalité suivante, et je vais maintenant majorer le cosinus qui se trouve ici. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va isoler juste ce terme, et écrire, au lieu de cosinus puissance n de 1 sur n alpha, on va écrire plutôt exponentielle de n fois le logarithme du cosinus de 1 sur n alpha. Alors, en utilisant le lemme précédent, on majore le cosinus de 1 sur n alpha par 1 moins 1 sur 2 n puissance 2 alpha, plus 1 sur 4 fois n puissance 4 alpha. Ensuite, on invoque la croissance du logarithme. Le logarithme du cosinus de 1 sur n alpha est donc à son tour plus petit que le logarithme du second membre, et j'utilise l'inégalité classique, logarithme de 1 plus h, plus petit que h, que je rappelle en marge du calcul. Ce qui va donc nous donner que le logarithme du cosinus de 1 sur n alpha est plus petit que moins 1 sur 2 n puissance 2 alpha plus 1 sur 4 sur 24, pardon, n puissance 4 alpha. On multiplie tout ça par n, on passe à l'exponentielle qui est une fonction croissante, et au final, on obtient une majoration de cosinus puissance n de 1 sur n alpha par ce terme. Et vous voyez que si on choisit un alpha qui est strictement positif et plus petit qu'un quart, eh bien, le majorant qu'on a obtenu tend vers 0, et ça provient du fait que c'est en fait l'exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini. Voilà, donc on a finalement majoré Wn par la somme de deux termes. D'une part, cette exponentielle dont on a dit qu'elle tend vers 0 si alpha est choisi convenablement, c'est-à-dire plus petit qu'un quart donc, et d'autre part, le terme 1 sur n alpha, qui est de limite nulle évidemment, puisque alpha est strictement positif. Voilà donc une deuxième démonstration qui est une variante de la première. Alors, est-ce qu'on peut faire beaucoup plus rapide? Alors, la réponse est oui, mais tout dépend des outils qu'on accepte d'utiliser. Si on utilise le théorème de convergence dominée, la question de savoir que Wn tend vers 0 est une question à peu près triviale, puisque si j'appelle à nouveau f indice n
l'application qui va associer à petit x sinus puissance n x, pour x dans 0π/2, eh bien, la suite Fn est une suite d'applications qui sont largement continues, qui convergent simplement sur le segment 0π/2 vers la fonction qui est nulle en tout point sauf en π/2 où elle vaut 1, et cette fonction-là est une fonction continue par morceau. En outre, on peut dominer toutes les fonctions Fn par la fonction constante égale à 1, qui est intégrable, évidemment, sur le segment 0π/2, et moyennant quoi, en appliquant le théorème de Lebesgue, eh bien, on voit instantanément que Wn tend vers 0. Ce qui me gêne personnellement dans cette démonstration, c'est qu'on utilise un outil qui est très puissant pour démontrer un résultat qui est relativement élémentaire. Et je pense aussi que c'est plus instructif, plus formateur de faire la démonstration avec des petits moyens, de manière à bien comprendre ce qu'on fait. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne du blog MathOS pour d'autres résultats. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous invite à visiter le blog MathOS dont l'adresse figure en bas de l'écran. Merci et à bientôt.